Bonjour mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Hier, lundi, le président de la République Alassane Ouattara a reçu Donald Kaberuka, président de la BAD, la Banque africaine de développement. Au menu des échanges, la passation de charges ce mardi entre le président sortant et le président élu. On en parle avec Awa Touré. Donald Kaberuka passe le témoin ce mardi 1er septembre au nouveau président de la Banque africaine de développement, le Nigérian Akinwumi Adesina. Il est venu saluer le président de la République Alassane Ouattara et lui faire le point de sa gestion à la tête de l'institution financière qu'il a dirigée pendant 10 ans. La Côte d'Ivoire est un partenaire très important pour nous et puis c'est chez nous ici. Donc c'est tout à fait normal que de temps en temps je vois son Excellence pour échanger avec lui sur l'économie de la Côte d'Ivoire, sur l'Afrique et sur le monde et sur la marche de la Banque africaine. Mais aujourd'hui, j'étais là pour une occasion plus particulière. Vous savez que demain, il y aura un passage de témoin à la Banque africaine, donc où je passerai le bâton au président élu au mois de mai, ici à Abidjan même. Donc je tenais à briefer le président sur cela. Mais avant tout pour lui exprimer notre profonde reconnaissance pour ce qu'il a fait lui-même avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, pour le retour de la BAD à Abidjan, pour les assemblées qui se sont déroulées ici dans de très bonnes conditions, sur la 50e année de la BAD qui s'est passée très bien. Donc vous voyez qu'entre la BAD et la Côte d'Ivoire, c'est une relation assez profonde qui fait que donc à la veille de passage du témoin, c'est tout à fait normal que je vois le chef de l'État. Élu le 21 juillet 2005, Donald Kaberuka est le 7e président du groupe de la Banque africaine de développement depuis sa création en 1964. Avant de rejoindre la BAD, il a été ministre des Finances et de la planification économique de son pays, le Rwanda. Le 8e président du groupe de la BAD, nigérian, le premier donc nigérian à occuper ce poste. Il est agroéconomiste. Il a été élu aux assemblées annuelles d'Abidjan en mai dernier. Il prend donc fonction ce mardi 1er septembre 2015. Quels sont les enjeux de ce quinquennat? C'est ce qu'on va découvrir avec Noël Niagno. Demain mardi 1er septembre 2015, finit l'ère du Rwandais Donald Kaberuka. Début du commencement de la gouvernance Adewumi Adesina, le premier Nigérian à diriger l'institution panafricaine en charge du développement individuel ou collectif des pays membres de la région Afrique. Un défi vieux de 50 ans. Malheureusement, 50 ans après, l'Afrique peine à décoller économiquement. La pauvreté est palpable. La croissance la plus forte au monde n'impacte pas de façon sensible la lutte pour la réduction de cette pauvreté. Parce que le secteur agricole, le maillon essentiel des économies africaines, a un accès limité aux finances, aux marchés et aux infrastructures. Ce qui n'est pas fait pour permettre au secteur agricole d'exploiter tout son potentiel. Voilà qui explique le choix des actionnaires de la BAD. Un virage décidé en toute lucidité. Confier les rênes de l'institution financière à cet agroéconomiste. Ce n'est pas un homme du sérail, contrairement aux autres candidats, de sorte à apporter aux problèmes de l'Afrique des solutions innovantes et booster le secteur agricole. Ces actionnaires ont été confortés par son programme avec une lame de fond, la valorisation du secteur agricole dans toutes ses composantes. Autre enjeu de ce quinquennat qui commence, consolider les acquis de l'ère Kaberuka en ce qui concerne le secteur privé, privilégier la croissance des PME, faire face à l'épineuse équation de l'emploi des jeunes. Les spécialistes prédisent un marché d'1 milliard d'emplois d'ici en 2040. L'Afrique doit créer 100 millions d'emplois tous les 10 ans. Un confrère s'est interrogé sur la capacité de Adesina à tenir son pari. Nous n'allons pas nous interroger sur ses capacités à réussir. Il doit réussir parce qu'il a prouvé au regard de sa gestion du secteur agricole nigérian.
Le Conseil constitutionnel vient de publier dans un communiqué la liste provisoire des candidats pour l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Cette liste compte 33 candidats, dont 3 femmes. L'institution donne ainsi un délai de 72 heures aux différents candidats pour présenter leurs différentes réclamations ou observations. Relativement à l'élection présidentielle, le Conseil constitutionnel a procédé à une cérémonie de prestation de serment du Collège des médecins chargé de constater l'état complet de bien-être physique et mental des candidats. Sidonie Davila. C'est la liste initiale telle que transmise par la Commission électorale indépendante CEI. Elle comporte 33 candidats. Selon le communiqué lu par le secrétaire général du Conseil constitutionnel, Ibrahim Kuibert Koulibaly, les candidats disposent d'un délai de 72 heures à compter de ce lundi pour se mettre en règle. Le Conseil constitutionnel informe les candidats et les partis ou groupements politiques les parrainants qu'ils disposent d'un délai de 72 heures à compter de la présente publication pour présenter leurs réclamations ou observations. Les dites réclamations ou observations adressées au Conseil constitutionnel devront être déposées au secrétariat général du dit Conseil à l'expiration du délai de 72 heures, soit le jeudi 3 septembre 2015 à 10 heures. Plus aucune réclamation ou observation ne sera reçue. Et le Conseil constitutionnel entrera en délibération sur les dossiers enregistrés afin d'établir, au plus tard 45 jours avant la date du premier tour, la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 25 octobre 2015. Avant la proclamation de la liste définitive des candidats, ceux-ci devront se faire examiner par des médecins pour constater leur état complet de bien-être physique et mental, tel que prescrit par la loi. Sur une liste proposée par le Conseil de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire, un collège de 3 médecins désignés par le Conseil constitutionnel a prêté serment ce lundi. Article 1er. Sont désignés membres du collège des médecins chargés de constater l'état complet de bien-être physique et mental des candidats à l'élection du président de la République du 25 octobre 2015, les médecins ci-après désignés. Discipline, médecine interne et chirurgie, professeur Nyamke Ezani Kodjo Emmanuel, professeur titulaire de médecine interne, enseignant à l'UFR des sciences médicales de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Discipline, cardiologie, professeur Anzouan Kakou Jean-Baptiste, professeur titulaire de cardiologie, médecin enseignant à l'UFR des sciences médicales de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Discipline, psychiatrie, professeur Konedrissa, professeur titulaire de psychiatrie, médecin enseignant à l'UFR des sciences médicales de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les rapports du collège des 3 médecins devront être déposés sous pli confidentiel au secrétariat général du Conseil constitutionnel à la fin de leur mission. Le directeur de cabinet du président de la République et par ailleurs cadre du 108 a rencontré dimanche les jeunes du district d'Abidjan ressortissants du sud Comoé. Objectif, les mettre en mouvement pour que sa région refuse du monde les 15 et 16 septembre prochains lors de la visite d'État du président Alassane Ouattara. La cérémonie a eu lieu à la mairie de Koumassi. Marcela Montano était entouré de Ndoya Piremon, maire de la commune, et de Cissé Bakongo, ministre de la fonction publique. Reportage. Du 15 au 16 septembre prochain, le président Alassane Ouattara sera dans le sud Comoé pour une visite d'État. Mais avant, Marcela Montano, le directeur de cabinet du chef de l'État, par ailleurs fils de la région, multiplie les rencontres avec notamment les jeunes du district d'Abidjan, ressortissants de la région. Il engage ces derniers à investir le terrain et à sortir nombreux pour accueillir leurs hôtes. La jeunesse, c'est le fer de lance. Et la mobilisation, ce sont les jeunes qui peuvent la faire. La mobilisation, c'est l'occupation du terrain. C'est 2 phases principales, la sensibilisation et l'organisation de la mobilité des personnes qui doivent se déplacer pour aller manifester leur joie de rencontrer le président de la République. Donc je leur ai dit de s'organiser, que quand on travaille, on réussit.
Des messages qui semblent bien perçus par les jeunes ressortissants du Sud Comoé. La jeunesse se dit déterminée à rendre inoubliable le séjour du couple présidentiel, un séjour qu'elle espère prometteur pour l'amélioration de sa condition sociale. Ouattara se déplace toujours avec le développement. À Boisseau, le développement est arrivé, le développement a continué. Donc, population d'Aboisseau, population de Grand Massa, d'Adiaké, de Tiapoum, que tout le monde sorte pour accueillir le développement, la cohésion sociale, la réconciliation. Le chef de l'État se rendra dans 4 villes du Sud Comoé, Bassam, Tiapoum, Adiaké et Aboisseau. Il animera 2 meetings par localité avant une autre visite d'État dans l'Indénié du Hablin, qui, elle, se tiendra du 16 au 18 septembre prochain. Les États membres de l'Organisation mondiale de la santé célèbrent tous les 31 août la journée africaine de la médecine traditionnelle. La Côte d'Ivoire, à l'instar des pays membres de l'OMS, a célébré ce lundi à la Bibliothèque nationale, c'est au Plateau, la 13e journée africaine de la médecine traditionnelle. Cette année, le thème retenu pour cette journée est « Réglementation des tradipraticiens de santé dans la région africaine ». Connaît par Gassoro pour les détails. Réglementation des tradipraticiens de santé dans la région africaine. Thème retenu cette année pour la célébration de la journée africaine de la médecine traditionnelle. Une journée célébrée tous les 31 août par les États membres de l'Organisation mondiale de la santé Afrique. Objectif, promouvoir le rôle de la médecine traditionnelle dans le système de santé. Il s'agit de réglementer le secteur de la médecine traditionnelle. Comment on devient praticien, qui doit exercer, le lieu d'exercice également nous intéresse. Donc la loi a prévu ou prévoit que les praticiens de médecine traditionnelle travaillent dans des centres appropriés. 80% de la population a recours à la médecine traditionnelle. C'est-à-dire que c'est une médecine qui a sa place, une médecine de proximité et une médecine vraiment efficace. Reconnus depuis le 16 juillet 2015 par l'État de Côte d'Ivoire, tradipraticiens et naturothérapeutes se disent honorés par cette journée qui leur est dédiée. Un travail de fond qui a été fait sur des milliers d'années soit reconnu et pour nous c'est une fierté et c'est une très bonne chose. Le président actuel était Premier ministre, il a créé à l'université de Bois-Diamé une filière qu'on appelle la botanique et pharmaco-africaine. Et je me réjouis parce que aujourd'hui qu'il est président, il a pris la loi sur la pharmacopée. Au cours de cette journée, 11 tradipraticiens et naturothérapeutes respectant les bonnes pratiques de la fabrication des médicaments traditionnels ont reçu leur certificat de qualité des mains du représentant du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Conférences, ateliers et visites des stands ont également meublé cette journée africaine de la médecine traditionnelle, laquelle a vu la participation du représentant pays de l'Organisation mondiale de la santé. Débutée le 31 août, la célébration de la 13e journée africaine de la médecine traditionnelle prendra fin le 4 septembre prochain. Reportage signé par Gassoro Kone. Chaque année, les musulmans célèbrent l'Aïd el-Kébir, la fête de Tabaski. En souvenir de la soumission d'Ibrahim à Dieu, les familles sacrifient un animal selon les règles en vigueur. En Côte d'Ivoire, l'événement sera célébré dans moins d'un mois, mais le marché est déjà approvisionné en bétail afin de permettre aux Ivoiriens de faire leur choix. Quel est le constat sur le terrain? Notre équipe de reportage s'est rendue à Port-Boué pour avoir des éléments de réponse. Elle est composée d'Ami Sissoko et de Christelle Nda. Plus que 3 semaines avant la fête de l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski, la fête la plus importante de l'islam, les moutons sont déjà visibles au marché de bétail de Port-Boué. Un marché approvisionné par le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Selon les vendeurs, les prix sont abordables. Actuellement, en tout cas, ça va un peu. Les prix, vraiment. C'est un mouton de 60 000 actuellement, pour le moment. Ça, c'est un mouton de 130 000. Bon, ça, c'est un mouton de 450 000. Même si ce n'est pas l'affluence des grands jours, quelques clients préfèrent faire leur choix maintenant. C'est le cas de Monique Ngo. C'est dans un mois, bon, c'est pour garder et puis bon, voilà, passer. Après, ça sera encore plus cher. Bouba Diallo, quant à lui, est en prospection. Il cherche d'abord à savoir les prix avant de faire son choix dans les jours à venir. Chaque année, il achète 10 moutons. Je n'ai pas encore acheté mon mouton de Tabaski. Je me dis peut-être le mouton va venir plus beaucoup et avoir un bon prix. Bon, donc chaque matin, je tourne un peu. Je vois les prix différents d'abord pour le moment. Et chaque année, je paye 10 pour donner les tantus, les mamans, les papas. Un autre acheteur
6 moutons à 570 000 francs CFA, prix qu'il trouve très élevé à raison de 95 000 francs par mouton. Il avait parlé de 150 000, on a discuté, bon finalement comme c'est 6 moutons, il nous a laissé à 95. Logiquement c'est des moutons qui doivent coûter à 70 000 francs. Donc je pense que c'est un peu trop cher à 95. Certains vendeurs justifient la hausse des prix en raison des tracasseries routières. Chaque mois, j'ai fait 2 ou 3 voyages à Abidjan, Burkina. Donc sur la route, les frais là n'est pas tellement tout enlevé. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été aménagés à ce niveau-là. Puisque les camions, dès qu'ils arrivent aux frontières, ils font les documents afférents à la transaction des frontières jusqu'au parc à bétail de Port-Boué. Ils font le phytosanitaire des animaux, ils font la douane comme d'habitude. Après là, il n'y a plus de problème jusqu'à ici. En attendant le jour de la Tabaski, les moutons du parc à bétail de Port-Boué attendent des acheteurs qui pour l'heure ne se bousculent pas. Ami Sissoko, Christelle Ndar et Assema Ambroise pour ce reportage. Vendredi dernier, un groupe de 163 enfants soldats centrafricains, dont 5 filles, ont été libérés par la milice anti-Balaka à Batangofo, dans l'ouest du pays. Cette célébration est la mise en œuvre de l'engagement pris par les chefs des groupes armés dans le cadre du processus de paix et de réconciliation. Le commentaire est signé Alexis Ouedraogo. Un groupe de 163 enfants soldats centrafricains, comprenant 5 filles, a été libéré vendredi par des miliciens anti-Balaka à Batangofo, dans l'ouest du pays. Depuis la signature en mai dernier d'un accord avec UNICEF, ce sont au total 645 enfants qui ont été libérés par les groupes armés centrafricains. Ceux-là qui ont des difficultés de retourner dans le cursus normal de l'école, nous allons organiser les cours de rattrapage scolaire ou certains cours accélérés. Mais aussi, il y aura l'apprentissage de métiers ainsi que les activités génératrices de revenus pour la réinsertion de ces enfants. Les enfants ont subi des examens médicaux et ont pu s'entretenir avec des travailleurs sociaux. Il nous faut une recherche de financement parce que reprendre les enfants, retrouver les familles, leur apporter un appui sur le plan médical, psychosocial, scolaire, tout ça demande des ressources sur lesquelles aussi on travaille parallèlement. L'UNICEF estime entre 6 000 et 10 000 le nombre d'enfants enrôlés dans des groupes armés centrafricains depuis le début de la crise en 2013. Une voiture piégée a explosé dans le centre de la capitale libyenne Tripoli hier lundi dans l'après-midi. L'explosion s'est produite et a fait un blessé, mais cet attentat a surtout fait des dégâts matériels contre une cible symbolique. En République démocratique du Congo, 6 militaires des forces armées du pays ont été tués dans une embuscade hier lundi. Le convoi de membres de la garde républicaine a été attaqué par des assaillants non identifiés dans le territoire de Rutshuru, dans le nord Kivu, alors qu'ils se dirigeaient vers Goma. Les enfants sierra-léonais reprennent le chemin de l'école ce lundi. Au total, 1 800 000 élèves sont attendus dans les établissements pour cette rentrée. Dans le pays, depuis 2 semaines, aucun cas d'Ebola n'a été détecté, mais cette rentrée peut représenter un danger. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a donc décidé d'accompagner le gouvernement avec du matériel, des formations pour les enseignants, des campagnes de sensibilisation. Et puis pour terminer, un tribunal turc a décidé d'inculper 2 journalistes britanniques et leur traducteur irakien d'activités terroristes pour le compte de l'organisation État islamique. Dans l'attente de leur procès, les 2 journalistes ont été placés en prison à Diyarbakir, chef-lieu d'une région à majorité kurde du sud-est et de la Turquie, secouée par des violences entre les forces de sécurité turques et les rebelles kurdes. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse en de bonnes mains. Bonne journée avec Mariem Touré.